Voici l'histoire de Alphonse, Gaston et Clément, qui a priori n'avaient aucun lien au départ. Mais la grande histoire a fait que ces trois hommes ont eu le même destin. Et comme le laisse penser le titre de cette vidéo, tout ça n'a pas vraiment été une histoire très joyeuse. Je vais commencer par être clair sur un point. Cette vidéo n'a absolument pas pour but de discréditer ou de manquer de respect à ces trois hommes. Ils ne vont pas forcément apparaître à leur avantage dans ce documentaire, et certains témoignages sont plutôt durs envers eux. Mais souvenez-vous qu'ils étaient jeunes et enrôlés dans une guerre inutile aux enjeux qui les dépassaient complètement. Ceci est un hommage à leur mémoire. Gaston Coé naît à Annonay, dans le nord de l'Ardèche, en 1888. Il est ébéniste comme son père. Il fait ses classes à l'armée en 1908 et est incorporé au 14e bataillon de chasseurs à pied en octobre 1909. D'après les textes que j'ai trouvés, il vit au jour le jour. Les mots famille ou patrie ne l'inspirent pas vraiment. Le respect de la hiérarchie et du devoir peuvent parfois passer au second plan. Dans son relevé de punition de l'armée, on lit qu'en 1911, il répondit à son chef de section « Alors je resterai en arrière » quand celui-ci lui a demandé de remettre sa cravate. Ce qui lui a valu 8 jours en salle de police. C'est-à-dire qu'il continue son service, mais son temps libre est utilisé pour les corvées, et il passe ses nuits enfermé dans les locaux disciplinaires. Plus tard, durant la guerre, il est sujet à plusieurs examens psychologiques et mentaux. Il est apparemment sujet au vagabondage et à une remarquable indifférence affective. Depuis fort longtemps, l'inculpé n'a pas écrit à ses parents et leur inquiétude ne le touche pas. D'après lui, au moment de la mobilisation, il était sur le point de se marier. Il n'a point reçu de nouvelles de sa fiancée, cela lui est égal. La guerre actuelle est pour lui comme une sorte d'épiphénomène qui lui sont des contraintes auxquelles il reste à peu près étranger et ne s'associe pas. Il lui est indifférent d'en savoir plus long. Il vit au jour le jour, dort bien, mange bien, ne manifeste ni remords ni crainte. Cette confusion mentale est connue le plus souvent en pathologie mentale sous le nom de démence précoce des jeunes gens. Principaux symptômes, vagabondage, refus d'obéissance et oppositionnisme. Bref, un jeune qui se fiche des grands problèmes du monde. Je pense qu'il n'a pas grandi dans la bonne époque. Parce que si les médecins de son temps voyaient les jeunes de nos jours, et moi le premier, ils nous mettraient tous dans cette case de malade mental souffrant de cette démence. La Grande Guerre éclate en août 1914. Il est donc rappelé et son régiment est envoyé sur le front. 3 mois plus tard, il serait dans les Vosges, dans un bataillon de chasseurs à pied. Mais un jour, envoyé en reconnaissance avec des camarades, et ceux-ci ayant disparu, il se serait perdu dans les bois, aurait erré pendant 2 ou 3 jours, puis aurait rejoint une ferme. Là, en raison de la proximité de l'ennemi et pour que, fait prisonnier, son uniforme ne puisse fournir des indices sur les troupes françaises voisines, il se serait procuré des vêtements civils et aurait abandonné armes et équipements. Après quelques jours, il aurait rejoint l'armée française. Cette histoire et cette version des faits n'ont pas vraiment plu à ses supérieurs. Il semble qu'en réalité, Coé a déserté. Il est passé en conseil de guerre et a été changé de corps. En effet, d'après le code de justice militaire, tout acte de désobéissance, d'abandon de poste ou de matériel peut être sévèrement puni par l'armée, allant même jusqu'à la peine de mort d'après l'article 213 si cela a lieu en présence de l'ennemi en temps de guerre. Il a été poursuivi pour abandon de poste et dispersion de matériel, mais par chance, si je puis dire, son récit et son rapport médical ont été des circonstances atténuantes qui lui ont permis d'éviter la peine de mort et de s'en tirer avec une condamnation de seulement 6 mois de prison pour lacération des faits en décembre 1914. Pendant que Gaston purge sa peine de prison, Jules Thierry, dit Alphonse, âgé de seulement 22 ans, se trouve dans le 82e régiment d'infanterie. Il est né en 1892 à Saint-Germain-les-Arpajons, une trentaine de kilomètres au sud de Paris. Il était charretier avant de faire ses classes dans l'armée en 1912, pour être incorporé dans ce régiment dans lequel il se trouve depuis octobre 1913. En lisant l'historique du 82e régiment d'infanterie, on apprend que dès le début de la guerre, ils vont participer aux affrontements en Belgique, dans la Marne et dans la Meuse. Le 15 janvier, le régiment repasse en forêt d'Argonne. Le 17 janvier 1915, les Allemands, avec 2 bataillons de chasseurs, prononcent une attaque précédée d'une préparation d'artillerie importante pour cette époque.
C'est ce jour-là, le 17 janvier 1915, que Alphonse fit un choix qui scella son destin. Le 17 janvier 1915, une attaque allemande se produisit vers 14h sur les tranchées occupées par le 1er bataillon du 82e d'infanterie. L'adjudant Pétot envoya un homme rendre compte de la situation au capitaine. Le soldat Thierry, voyant partir cet agent de liaison, voulut quitter la tranchée sous prétexte qu'il avait lui aussi l'ordre d'aller trouver le capitaine. Le caporal Godefroy, chef d'escouade, sentant la gravité de la situation et redoutant les conséquences du fâcheux exemple que donnait Thierry, prescrit à ce dernier de rester à sa place et le menaça même de faire feu sur lui s'il n'obéissait pas. Thierry retourna dans la tranchée, mais un quart d'heure plus tard environ, profitant d'un mouvement de troupes, il disparut dans le bois et arriva aux cuisines de régiment, accompagné de 2 autres hommes, Lambert et Colombo, qui sont également l'objet de poursuites. Là, il dit à l'adjudant maréchal, chargé de la surveillance, « Ce n'est pas la peine de porter à manger au bataillon, tout le monde s'est sauvé. » Mais il reçut de ce sous-officier l'ordre de se porter immédiatement au poste de commandement. Thierry partit dans cette direction, puis, une fois hors de vue, se dirigea vers la maison forestière, rencontra une fourragère sur laquelle il monta et arriva ainsi aux Ilettes. Il y passa la nuit du 17 au 18 janvier. Le lendemain, se rendant compte de ce qu'il faisait, Alphonse décida de faire demi-tour. Il retourna aux cuisines du régiment, où il reçut l'ordre de rejoindre immédiatement son unité. Dans le dossier de son procès, on retrouve plus en détail les témoignages des différents protagonistes. Certains ont des mots plutôt durs envers lui, que je vais vous épargner, mais voici le résumé. Les renseignements fournis sur son compte sont défavorables. Il est noté comme un soldat douteux, ayant mauvais esprit, tireur au flanc, obéissant difficilement, et toujours sous la menace. Encore un jeune qui aurait été diagnostiqué comme dément s'il avait été ausculté par le médecin qu'on a vu avec Gaston précédemment. Son relevé de punition confirme qu'il avait un peu de mal avec l'autorité. Il a lui aussi passé 2 fois 4 jours en salle de police, parce que, à l'annonce d'une punition pour son pactage très mal entretenu, a répondu qu'il s'en fichait pas mal. Et a trompé la confiance de son sergent en disant que son arme était propre, alors qu'elle était rouillée et malpropre. Tout ça n'a pas dû l'aider dans son procès. En conséquence, nous émettons l'avis que le soldat Thierry soit mis en jugement pour avoir abandonné son poste dans son unité, avec cette circonstance aggravante qu'il était en présence de l'ennemi. Crime prévu et réprimé par l'article 213 du Code de justice militaire, comme on l'a vu précédemment. Le 5 février 1915, un avis d'incarcération est émis. Il est donc lui aussi fait prisonnier. Mais on ne sait pas trop comment, Alphonse va réussir à se libérer. Après plus de 10 jours d'incarcération, le 17 février, Alphonse est ausculté par un médecin-major aux Ilettes. Celui-ci lui décèle une angine phlegmoneuse, mais sous l'afflux massif de près de 200 blessés ce jour-là, et n'ayant pas été mis au courant que le soldat Thierry était inculpé en attente d'un conseil de guerre, il le fit déplacer dans le local d'évacuation de la gare. Là, il aurait pris le train sanitaire vers l'arrière, puis ils perdirent sa trace. Pendant des semaines, il y a eu des échanges entre les différents gestionnaires des différents corps d'armée qui recherchaient activement Alphonse. Ce militaire a été évacué indûment sur l'arrière pour maladie le 17 février dernier. Il est à présumer qu'il s'est esquivé en cours de route du train sanitaire où il avait pris place. En tout cas, les recherches faites jusqu'ici pour retrouver sa trace sont restées sans résultat. Cela fait 3 semaines que Alphonse Thierry a disparu, et cela fait 3 mois que Gaston Coé est en prison. Mais ce dernier bénéficie d'une réduction de peine. Il est libéré, incorporé au 131e régiment d'infanterie, et est tout de suite renvoyé sur le front le 10 mars 1915, lui aussi en forêt d'Argonne, et lui aussi va tenter l'esquive par le train. En revenant sur le front et à la date du 10 mars, Coé s'échappa du train en gare de Joinville, alla se cacher dans la halle aux marchandises, où il fut découvert 2 heures après, et dut être ramené par un gendarme pour rejoindre son détachement déjà rendu à destination. Cet abandon de poste ne fut pas poursuivi. Après la première fois en 1914, c'était donc la 2e fois que Gaston abandonnait son poste, sans être poursuivi et condamné à la hauteur de ce crime. Mais à peine 1 jour après être arrivé une nouvelle fois sur le front, il récidiva. Et cette fois-ci, son destin fut lui aussi scellé. Le 13 mars 1915, en forêt d'Argonne, des obus tombèrent à proximité du campement du 131e régiment d'infanterie. Tous les hommes rentrèrent dans les abris. Peu après, le caporal se rendit compte que le soldat Coé était introuvable. Quelques heures plus tard, un militaire portant l'écusson 131, n'ayant ni équipement ni fusil, se promenait dans le cantonnement. Il fut amené devant son lieutenant, puis son capitaine pour s'expliquer.
J'ai été mis auprès d'un ravin dans une hutte. À un moment donné, des obus sont tombés. Tout le monde s'est dispersé. J'ai fait comme les autres, en laissant dans la hutte tout ce que j'avais apporté. Sacs, musettes, bidons, etc. À ce moment-là, nous étions au repos. Nous faisions une corvée de bois. Quand les obus ont fini de tomber, je suis allé rôder auprès des autres huttes. Je me suis mis avec une section de brancardiers qui transportaient des blessés. Je les ai aidés. J'ai quitté ma place dans ma compagnie parce que ce n'était pas mon tour de venir sur le front. Le capitaine, ayant dit aux hommes qui l'avaient amené de le reconduire à sa compagnie, Coé déclara ne pouvoir marcher. Il le fit déchausser et on ne constata rien d'anormal dans ses pieds. Cependant, et bien que le capitaine lui ait donné par 3 fois l'ordre de suivre les soldats, Coé ne voulut pas obéir. Mais les soldats l'ayant pris par le bras, il se laissa ensuite entraîner sans résistance. Le 17 mars, un nouvel avis d'incarcération est émis, quelques jours à peine après sa libération. Le lendemain, 18 mars 1915, c'est au tour de Clément Proust de s'égarer du chemin et de rejoindre malgré lui le destin de Gaston et Alphonse. Clément Proust est né en 1888 à Villedieu, dans le Loir-et-Cher. Il est maçon, fait lui aussi ses classes en 1908 et est incorporé en 1909 dans le 113e régiment d'infanterie. Comme les autres, il est rappelé pour la guerre en août 1914. Dès le mois de septembre 1914, et pendant près de 2 ans, le 113e régiment d'infanterie est sur le front, lui aussi en pleine forêt d'Argonne. Notre histoire nous amène donc au soir du 18 mars 1915. Le caporal Laforêt déclare : Le 18 mars au soir, vers 18h, Proust était présent à la soupe et à manger avec l'escouade. Après avoir mangé, je me suis couché. Et c'est qu'à 23h30, au moment du rassemblement de la compagnie pour le départ, que je me suis aperçu de son absence. Son unité part alors sur le front sans lui. Il est retrouvé 16 jours plus tard. Voici son témoignage. J'ai quitté le Claon pour aller au Neufour acheter du vin. J'ai rencontré un camarade et j'ai bu avec lui. J'ai voulu rentrer au Claon, mais j'étais un peu ivre et je me suis égaré. Le 19, dans la soirée, je suis parvenu au Claon. Je me suis aperçu que tout le bataillon était parti. Mais vous n'avez pas demandé aux troupes qui se trouvaient là où se trouvait votre bataillon ? Non, je n'ai pas réfléchi. Je me suis découragé et je suis parti dans les bois, où j'ai erré. Comment avez-vous vécu pendant tout ce temps ? J'avais tellement de chagrin que je mangeais très peu. Je mangeais des morceaux de pain que je trouvais. Un jour, j'ai aperçu des charbonniers dans le bois. Je suis allé leur demander à manger, leur disant que j'avais faim. Un de ces hommes, après m'avoir donné à manger, me remit sur mon chemin. Ayant encore faim, je revins vers leur cabane pour leur prendre des aliments à leur insu. L'un d'eux, m'ayant aperçu, s'approcha de moi, me demanda ce que je faisais là. Je lui avouai que j'aurais quitté mon corps. Le lendemain, ces militaires m'amenèrent aux Ilettes. Qu'avez-vous pensé en commettant une faute pareille ? J'ai commis une grande bêtise. Je demande à retourner sur le front pour réparer ma faute. Je regrette ce que j'ai fait. Encore une fois, les témoignages à son encontre ne sont pas des plus positifs. Voici celui de l'un de ses supérieurs. Peu soigneux dans sa tenue, mais n'ayant jamais fait montre d'un mauvais esprit, ayant surtout le grand défaut de se livrer à la boisson. D'après son relevé de punition, son comportement lui a aussi valu 16 jours en salle de police pendant son service entre 1909 et 1911, pour les motifs suivants. Et rentré avec 15 minutes de retard en état d'ébriété. Par sa négligence et sa malpropreté, a été cause du déclassement prématuré de ses effets. Et rentré de congé de convalescence de 2 mois avec 24 heures de retard. Et en 1911, il a même fait jusqu'à 20 jours de prison. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, il est sorti de la caserne par escalade et n'est rentré que 3 jours et demi plus tard. Encore une fois, ce passé n'a pas dû jouer en sa faveur. Il est mis en jugement pour avoir abandonné son poste ce 18 mars 1915, avec cette circonstance aggravante qu'il était en présence de l'ennemi. Le 4 avril, l'avis d'incarcération de Clément Proust est émis. Début avril, Gaston et Clément sont donc en détention, et Alphonse Thierry a disparu du train sanitaire il y a plus d'1 mois et demi maintenant. On trouve alors dans son dossier ce document daté du 6 avril 1915. Il s'agit d'un rapport de gendarmerie. 2 gendarmes se sont rendus chez la mère d'Alphonse afin de découvrir le soldat Thierry et s'assurer de sa situation régulière. Madame Thierry déclare : Mon fils, Alphonse, est entré à l'hôpital Le Dorat, à la suite d'une blessure à la jambe par une balle, il y a environ 1 mois et demi. Il est venu en permission de 7 jours, expirant le 1er avril.
Ce jour même, il a rejoint le dépôt de son régiment, à Montargis, et j'ai reçu de lui ce matin même une lettre de lui datée du 3 avril, nous informant qu'il est à la 27e compagnie. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Il n'y a aucun document dans son dossier qui confirme sa présence dans un hôpital. Et à peine quelques jours avant cette visite de la gendarmerie, l'armée était toujours à sa recherche, comme l'indique ce document du 31 mars, adressé au préfet de police de Paris. Il est possible qu'après sa fuite, il ait fait croire à sa mère qu'il était à l'hôpital après avoir pris une balle, et se soit caché plus d'un mois avant de lui rendre visite. En tout cas, on trouve un document datant lui aussi du 6 avril, confirmant qu'il est bien retourné à son dépôt à Montargis. Alphonse redonne sa version des événements. Reconnu malade, dirigé vers l'intérieur, hospitalisé au Dora et permission de 7 jours passés chez sa mère. On retrouve cette histoire d'hôpital, mais pas de traces de blessure par balle. Moi je pense qu'il a menti à sa mère, mais bon, je ne peux pas en être sûr. Voici la réponse de l'administration de l'armée. J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre note m'avisant du retour au dépôt du soldat Thierry, et vous prie de remettre cet homme entre les mains de la gendarmerie pour qu'il soit dirigé par ses soins sur la prison prévôtale de la 9e division d'infanterie. Je ne sais pas si Alphonse pensait pouvoir revenir l'air de rien après 1 mois et demi d'absence, mais le 16 avril, il est à son tour incarcéré à la prison de la 9e division d'infanterie, aux Ilettes. Il rejoint Clément et Gaston. Le 24 avril, le conseil de guerre a lieu. Jugement au nom du peuple français. Aujourd'hui, 24 avril 1915, le conseil de guerre aux armées de la 9e division d'infanterie, délibérant à huis clos, le président a posé les questions suivantes. Le soldat Thierry est-il coupable d'avoir, le 17 janvier 1915, en forêt d'Argonne, abandonné son poste dans son unité? Il était dans la tranchée, et même sous la menace de son supérieur, il a fui. Vote 5 oui, 0 non. Cet abandon a-t-il eu lieu en présence de l'ennemi? 4 oui, 1 non. Pénalité pour abandon de poste en présence de l'ennemi, d'après l'article 213 du Code de justice militaire, mort. Le soldat Proust est-il coupable d'avoir, le 18 mars 1915, au Claon, abandonné son poste dans son unité? Il est parti boire du vin un soir après la soupe. Sous, il n'est rentré que 2 jours plus tard. Mais son unité était déjà partie. Vote 5 oui, 0 non. Cet abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l'ennemi? 3 oui et 2 non. Là, je trouve qu'ils ont été durs avec lui. Il n'y avait pas présence de l'ennemi quand il est parti après la soupe, mais j'imagine que comme son unité est partie sur le front quelques heures après, ça a joué dans la balance. Pénalité pour abandon de poste en présence de l'ennemi, toujours d'après l'article 213, mort. Le soldat Coé est-il coupable d'avoir, le 13 mars 1915, en forêt d'Argonne, abandonné son poste dans son unité? Il faisait une corvée de bois quand des obus leur sont tombés dessus. Il quitte alors son unité. Vote 5 oui et 0 non. Cet abandon a-t-il eu lieu en présence de l'ennemi? 2 oui et 3 non. Coé va-t-il vraiment échapper une 3e fois à la peine de mort après 3 désertions? Mais une autre question arrive. Est-il coupable d'avoir, à la même date et au même lieu, refusé d'obéir à un ordre que lui donnait son supérieur qui lui commandait de suivre les brancardiers chargés de le garder? Ça, c'est quand il a dit ne pouvoir marcher quand on l'a arrêté et qu'on a voulu le ramener dans son unité. Vote 5 oui et 0 non. Ce refus d'obéissance a-t-il eu lieu en présence de l'ennemi? 3 oui et 2 non. Aïe, là c'est dur. Parce que refus d'obéissance en présence de l'ennemi, d'après l'article 218 du Code de justice militaire, mort avec dégradation militaire. S'il avait juste suivi les soldats qui le ramenaient dans son unité ce jour-là, il s'en serait encore une fois sorti. Mais cette fois-ci, ce n'est pas passé. Aussi dur que cela puisse paraître, les 3 hommes sont donc condamnés le même jour à la peine de mort. L'ordre de triple exécution est alors émis. Les Ilettes, 24 avril 1915, ordre de la division. Dans sa séance du 24 avril 1915, le conseil de guerre aux armées de la 9e division d'infanterie a condamné à la peine de mort et à la dégradation militaire le soldat Coé pour refus d'obéissance en présence de l'ennemi, et à la peine de mort les soldats Thierry pour abandon de poste en présence de l'ennemi, et Proust pour abandon de poste et désertion en présence de l'ennemi. En conséquence, et pour l'exécution de ces jugements, les condamnés seront conduits par un détachement de chasseurs à cheval sous le commandement d'un officier et rendus à 8h du matin le 25 avril au Claon, à l'effet d'y entendre lecture de leur sentence et être ensuite passés par les armes. Seront présents toutes les unités disponibles du 131e, 113e et 82e régiment d'infanterie.
qui sont les régiments des condamnés. Il faut bien montrer aux troupes ce qu'il peut arriver en cas d'abandon de poste ou de refus d'obéissance. Et seront présents les régiments du génie et de l'artillerie, cantonnés au Neufour et au Claon. Le lendemain matin, Clément, 27 ans, Gaston, 26 ans, et Alphonse, 22 ans, sont amenés dans un champ au Claon. Ils sont attachés à 3 poteaux. Après une petite cérémonie militaire et religieuse, le bataillon qui leur fait face exécute la sentence. 3 hommes qui n'avaient rien à voir au départ, un même destin. D'après ce tableau, la source est dans la description, plus de 1000 personnes sont officiellement fusillées par l'armée française durant la Première Guerre mondiale, dont plus de 750 soldats français. D'après l'article Wikipédia « Soldats fusillés pour l'exemple », plus de 550 ont été officiellement fusillés pour désobéissance militaire. Je ne vais pas plus m'étaler sur ce sujet, on retrouve sur le net plusieurs articles et vidéos traitant de ça si vous voulez en savoir plus. Pour finir, revenons sur cette photo. Celle-ci est authentique, c'est vraiment Gaston, Alphonse et Clément que l'on voit au sol après leur exécution. C'est d'ailleurs la seule photo que j'ai pu retrouver de ces 3 hommes. Ce cliché est présent dans l'album d'Arsène Roudot, dont je vous ai déjà parlé dans les 2 vidéos précédentes. Au début, je n'avais pas bien compris ce qu'on était censé voir sur cette image. Ce n'est qu'en lisant l'annotation d'Arsène à l'arrière que j'ai réalisé. Exécution de 3 fantassins au Claon. Je me suis alors demandé qui étaient ces hommes, puis je me suis dit qu'il me serait impossible de savoir. Et en fait, je suis très vite tombé dans cette folle histoire. Cette vidéo aurait pu durer 1 heure de plus tellement j'ai de matière. Mais j'ai essayé de synthétiser au maximum. C'est dans une autre vidéo que je vous expliquerai et montrerai comment j'ai pu retrouver tout ça. Ce n'était pas si compliqué et c'est très passionnant. Hâte de vous montrer. Pour ne rien louper, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Sinon, pour m'aider, il vous suffit de me laisser un petit message d'encouragement avec un petit j'aime sur cette vidéo. Et si vous voulez encore plus m'aider, j'ai créé une page Utip. Le lien est dans la description. M'aider financièrement avec quelques euros me permettra d'améliorer mon matériel et m'aidera à financer de prochaines aventures sur le terrain. Merci par avance à toutes et à tous. Dans tous les cas, on se retrouve dans quelques semaines pour la prochaine vidéo sur cette histoire. À bientôt.